Vie et société, pour cette dimanche, nous travaillons avec Bienvenue Litete et le micro, c'est Julie Lossilo. Nous parlons d'un sujet très important. Ici, il y a la mission et mandat de l'EAC en RDC. Donc, la mission et mandat de l'EAC en RDC. Alors, précisément dans la partie, c'était constant, précisément dans la partie est, dans les provinces du Nord Kivu et Ituri, et si du moins même nous citons Bakongo, est-ce que cette mission continue à être observatrice ou offensive, ou encore conciliable? Alors, ici, nous allons parler également de état de siège et dans les deux provinces, Nord Kivu et Ituri. Nous allons également parler d'un survol sur la mission de SADC, réalité ou utopie en RDC. À quoi sert également la francophonie? Donc, on va essayer de faire un survol là-dessus, sur la francophonie. Et ensuite, la mission de la SADC, telle que nous venons de le dire. Ensuite, le Rwanda continue à renforcer le M23. Également, vous allez suivre, vous, les auditeurs de l'émission Vie et Société, le président sud-africain à Kinshasa, dernièrement. Vous allez également suivre. Alors, voilà autant de questions que nous allons aborder avec notre invité du jour, ou l'invité quotidien de l'émission Vie et Société, c'est Dismas Kiteng, que nous disons bonjour. Bonjour Julie Lossilo. Voilà, si vous avez suivi le survol de ce que nous allons parler, je sais que malgré les minutes, alors on va essayer de faire, parce que ce sont des grandes questions qui peuvent même ressortir comme le sujet de l'émission. Alors, dans l'entrée du jeu, nous vous précisons, parce que c'est une émission que nous avions parlé également la fois passée. Je crois qu'il y a des thèmes que nous avions évoqués, que nous avions déjà parlé, mais sauf que dans le cadre de l'information, on peut toujours rajeunir pour que les auditeurs puissent bien suivre. Alors, comment les auditeurs peuvent comprendre? Il y a l'EAC, il y a SADC et leur mission en RDC. Merci beaucoup, Julie Lossilo. L'EAC, c'est la force de la communauté des États de l'Est, de l'Afrique de l'Est, qui est constituée de 7 États, dont la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, l'EAC, c'est d'abord pour la circulation, la libre circulation des personnes, de leurs biens. C'est également pour aider un pays qui est en difficulté sur le plan sécuritaire, comme la RDC particulièrement, qui est attaquée dans sa partie est par le Rwanda et le M23, de l'aider à retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire d'aider à faire partir les forces étrangères et de mettre fin au mouvement rebelle. C'est-à-dire la mission en République démocratique du Congo de l'EAC, c'est d'abord de permettre que les conflits armés cessent. Et dans la partie où les forces de l'EAC interviennent, c'est-à-dire le Nord Kivu et le Nord Kivu particulièrement que vous avez cité, puisque l'EAC n'est pas en Ituri, c'est pour mettre fin au conflit armé qui est là. Mettre fin au conflit armé, c'est-à-dire imposer le cessez-le-feu, que la guerre se termine en termes faciles. Deuxièmement, c'est permettre que les rebelles puissent être désarmés, c'est-à-dire les rebelles puissent retrouver la vie civile. Troisièmement, c'est permettre que l'État congolais puisse retrouver sa souveraineté. C'est les 3 missions qui ont été assignées à l'EAC. Et l'EAC avait un mandat de 6 mois. Les 6 mois viennent d'expirer puisque les forces de l'EAC ont commencé à se déployer en janvier. Et en fin juin, la mission a pris fin. Maintenant, on a ajouté encore 3 mois à l'EAC pour évaluer son efficacité. C'est jusqu'au mois de septembre. Ce sont les 7 États membres de l'EAC qui se sont convenus. Donc la mission devait se terminer donc au mois de juillet. Ici, l'EAC devait retourner puisque le gouvernement congolais a jugé les résultats des forces de l'EAC négatifs. C'est-à-dire les forces n'ont pas réussi leur mission. Leur mission de mettre fin à la guerre qui oppose la RDC au Rwanda et au M23. Deuxièmement, c'est de neutraliser les forces de M23 qui sont considérées comme des forces négatives. Troisièmement, de remettre la paix. Tout cela n'a pas réussi. Alors, les cessez-le-feu, mais c'est en partie. C'est partiel.
ce n'est pas total. C'est que les armes ne se sont pas encore tues. Hein. C'est-à-dire, la guerre n'a pas encore pris fin. Sinon, on n'aurait pas de l'M23 sur le territoire. L'M23 sur le territoire, l'M23 n'a pas été désarmé. Oui. Quand j'ai dit que partiellement, c'est que les forces de l'EAC ont réussi à s'imposer, à s'interposer. Je voulais dire s'interposer. S'interposer entre deux parties belligérantes, FRDC, M23 et Rwanda. À s'interposer. Hein, s'interposer, ça ne signifie pas la fin, puisqu'il y a maintenant la reprise des hostilités dans certaines localités, où le M23, ce n'était pas donc global, l'interposition comme force. Alors, leur mission n'était pas que l'interposition, leur mission était de mettre fin à la guerre. Deuxièmement, de neutraliser le M23, qui ne soit plus une force armée. Le M23 puisse être donc intégré dans le processus de DER, donc c'est-à-dire démobilisation, désarmement et réinsertion. Tout cela n'a pas été fait. Ce que l'EAC a fait, et les troupes de l'EAC sont arrivées en RDC. Les troupes de RDC, des EAC se sont interposées entre les belligérants. Donc un cessez-le-feu temporel, mais ce n'était pas définitif. Ce qui leur a été demandé, c'est de faire un cessez-le-feu définitif. Alors, les résultats partiels qui n'est pas efficace, puisque les hostilités ont repris un peu dans certaines localités FRDC. Donc, le bilan global des forces de l'EAC a été jugé par la RDC, par beaucoup de pays, y compris par la société civile congolaise, donc de bilan, disons, négatif. En tant qu'enseignant de l'université, sur 10 combien? Sur 10, je donne 4. Je donne 4, c'est un échec. Je ne donne même pas 5. Je donne 4 sur 10, c'est un échec. Vraiment? C'est un échec. Bon, mais c'est un échec léger. Hein? Un échec léger. C'est pour cela la République démocratique du Congo a reconnu pour leur donner encore, non pas 6 mois, 3 mois. De juillet, août, septembre. Pour que ces forces puissent se réadapter. Pour que ces forces puissent exercer réellement leur mandat. Même si les forces ont dit que il y a eu des difficultés, il n'y a pas eu coopération de la part du gouvernement de la RDC, il y a eu des pressions, elles n'ont pas eu tous les moyens, elles ne pouvaient pas être une force armée, elles pouvaient être une force de dissuasion. L'interprétation du mandat n'a pas été de la même façon entre toutes les parties. Pour la RDC et pour tout le monde, c'était un mandat offensif. Hein, donc offensif attaqué. Mais eux, ils ont considéré comme c'était un mandat d'imposition de la paix. Voilà. Alors, SADC. La SADC ne s'est pas encore déployée. Pas encore. La SADC n'est pas encore déployée. Le président de la République a obtenu au sommet de la SADC, et d'ailleurs, c'est la RDC qui a la présidence de la SADC. On nous a confié cette présidence. C'est notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président maintenant en exercice de la SADC. C'est pour un mandat de 6 mois. Mais alors, la SADC ne s'est pas encore déployée. Mais la SADC a accepté. Le mandat de la SADC, c'est 6 mois. Le mandat de la SADC, le mandat politique à la présidence, c'est 6 mois. Après 6 mois, la RDC doit rendre ça à un autre pays, membre de la SADC. Est-ce que ce n'est pas trop vite? Parce que 6 mois, non, c'est rotatif. C'est rotatif. La difficulté, c'est que certains pays membres de la SADC sont en conflit armé, sont en guerre, en termes simples. Alors, 6 mois, 6 mois, ce n'est pas seulement pour pacifier la RDC, c'est pour diriger la SADC. C'est pour diriger la RDC, ce n'est pas pour la guerre de la RDC. Mais quelque part, parce que nous avons également suivi le président de la République, que la mission, l'une des missions de la SADC, c'est aussi la force. La force. Oui. Mais la force, il faut que les États viennent d'abord. Les forces viennent, se déploient. Les forces ne sont pas encore déployées de la SADC. Il existe des problèmes de moyens. Il ne faut pas oublier ça, Gilles Losilo. La plupart des pays de la SADC sont des pays, passez-moi l'expression, pauvres. Donc, il faut trouver le moyen pour pouvoir déployer. Ce sont 2 pays parmi une dizaine de pays membres de la SADC. Alors, il faudrait que d'autres aussi acceptent. Une fois qu'on accepte, qui va prendre en charge les soldats qui seront sur le terrain? Les différents pays membres de la SADC vont contribuer, et la RDC, qui est aussi membre, doit contribuer. Et vous comprenez que la RDC maintenant fait face à beaucoup de problèmes sur le plan budget. Il y a d'abord la guerre qu'on nous a imposée qui coûte cher au gouvernement, puisque les militaires qui sont là, il faut le payer. Ensuite, les militaires qui vont venir, nous devons contribuer aussi. Nous devons contribuer comme membres de cette organisation-là. Alors, il y a aussi les États, le reste des États
du monde, les pays comme la France, les pays comme les États-Unis, les pays comme la Grande-Bretagne qui ont dit qu'ils peuvent aussi financer cette force de la SADC, mais qui n'ont pas encore donné les moyens. Mais il y a une chose de décider le déploiement, il y a une autre chose de donner les moyens financiers, puisque vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas faire la guerre sans argent. Nous savons cela, mais vous voyez, Dismas, lorsque nous sommes déjà au mois de juillet, mais avec le mois de juillet, ça ne reste que 2 mois pour observer également la mission de l'EAC qui doit se terminer. Alors maintenant, est-ce que de cette manière-là, lorsque si l'EAC ou les forces de l'EAC se retiraient, est-ce que ça serait automatique ou ça sera automatique pour que ces forces soient remplacées par SADC ou encore... Bon, ça dépend, c'est question de volonté politique et question de moyens, les deux, volonté politique et moyens. J'ai dit, les forces de l'EAC pour quitter le pays. Bon, nous savons que ce n'est pas tous les 7 pays de l'EAC qui ont donné des troupes au Congo. Nous avons le Kenya qui est là, nous avons le Burundi qui est là, nous avons encore la Tanzanie qui est là. Donc nous avons ces 3 pays qui ont donné des troupes. Donc pour quitter le pays, puisque les troupes de l'EAC qui sont là ne dépassent même pas 5 000, on n'a pas 4 000, 5 000 personnes qui sont sur le terrain. Mais leur sortie du pays, avec le matériel qu'ils ont amené, ce n'est pas des matériels lourds. Ils n'ont pas apporté vraiment des matériels lourds. Donc, leur retrait ne pourrait pas prendre de problème. La faiblesse, bon, je ne suis pas un expert militaire, mais ce que nous avons vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de chars de combat qu'ils ont amenés. Ils n'ont pas amené une artillerie lourde, donc leur retrait ne pourrait pas prendre plus de 3 semaines. Ne pourrait pas, en tout cas, mon évaluation, leur retrait ne pourrait pas prendre de 3 semaines. Mais le problème, c'est qu'on voit ces États de l'EAC qui ne veulent vraiment pas quitter, qui trouvent aussi des prétextes de rester au Congo. Non, voilà, on va changer le mandat. Cette fois-ci, on va exécuter encore le mandat. Ils disent comme ça, un peu comme la MONUSCO. La MONUSCO, à la différence des autres, a amené quand même un matériel lourd. Vous avez vu les déploiements de la MONUSCO. C'était plus de 20 ans. Et chaque année, la MONUSCO amenait quelque chose. Et ils n'ont fait que 6 mois. Alors, je pense qu'ils pourront sortir dans 3 mois. Le problème aussi, c'est que certains pays membres de l'EAC sont aussi membres de la SADC. Oui. Alors, c'est qu'il y en a qui risquent de se transformer sur le terrain. Ils étaient membres de l'EAC, ils deviennent membres de la SADC. Mais tout cela ne se fait pas, Julie, sans la volonté, sans l'accord de la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo qui a accepté, qui a invité l'EAC à venir. Ces pays, si notre gouvernement est d'accord qu'il doit partir, il est accordé encore 3 mois, en accord avec les autres pays. Donc, la souveraineté de la RDC doit être respectée. C'est-à-dire, si la RDC veut réellement qu'ils partent, ils vont partir. Mais là, la RDC a donné 3 mois, attendons la fin de 3 mois, et la RDC appelle la SADC aussi à se déployer. Et je crois que même si l'EAC doit quitter dans 3 mois, mais ça n'empêche pas la SADC de se déployer. Si la SADC a des moyens, puisque les 2 pays qui ont dit qu'ils étaient prêts, l'Afrique du Sud et l'Angola, peuvent se déployer. Et peuvent venir, donc voilà. Mais le problème, c'est que le gouvernement doit les pousser à venir. Et puis, ces pays-là voient aussi les moyens qu'ils doivent mettre en attendant que les autres contribuent. Ce serait un peu leurs propres moyens. Si les soldats arrivent, pendant quelques semaines ou quelques mois, ils seront encore supportés par leur pays. Voilà. Alors, si le pays, les moyens. Voilà. Oui, bon, prenons toujours, parce que vous avez déjà cité l'Afrique du Sud, accompagné d'une forte délégation, le président sud-africain est arrivé en RDC. Quel est votre résumé là? Oui, le président, c'était très positif. Oui, l'Afrique du Sud est un pays leader en Afrique. Il ne faut pas oublier l'Afrique, le poids politique, le poids économique, le poids géopolitique de l'Afrique du Sud n'est pas à comparer avec n'importe quel autre pays de l'Afrique. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est aussi en voie de développement. Donc voilà, oui, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a une économie un peu stable, qui a un poids politique, c'est le pays de Mandela, qui est soutenu par d'autres pays dans le monde.
Donc, l'arrivée... L'intérêt de la RDC par rapport à la rencontre. L'intérêt de la RDC, c'est que la RDC n'est pas non plus n'importe quel pays africain. La RDC pèse en Afrique centrale. La RDC pèse dans le continent. Il faut revenir à ce que France Fanon avait dit. C'est comme n'importe quel pays. Elle pèse. Donc la RDC, je disais que c'est un grand pays. Non seulement par la superficie, mais par son poids géopolitique, par son poids économique. C'est le poumon aussi économique de l'Afrique. La RDC a des ressources naturelles qui intéressent beaucoup de pays du monde, pas seulement d'Afrique. Alors quand nous revenons à RDC, Afrique du Sud, vous avez dit avec l'arrivée du président Cyril Ramaphosa chez nous et qui a fait 3 jours à peu près, il est venu d'abord évaluer la coopération bilatérale entre la RDC et l'Afrique du Sud, son pays. Nous avons beaucoup de relations. Vous savez qu'il y a des sociétés multinationales sud-africaines qui sont au Congo, qui sont dans le domaine des mines, qui sont dans le monde de l'agro-pastoral, de l'agroalimentaire, je voulais dire. Il y a beaucoup de firmes économiques, de firmes commerciales, agroalimentaires, des alimentations, des supermarchés, des grands sud-africains qui sont au Congo. Et puis, vous savez, sur le plan économique, la route aussi, par la Zambie, la route de Kasumbalesa, Ndola, en Zambie, ça arrive jusqu'en Afrique du Sud. Donc, sur le plan routier. N'oubliez pas aussi que sur le plan politique et géopolitique, toutes les fois que nous avons connu des grandes crises au Congo, c'est l'Afrique du Sud qui nous a accompagnés. Les dialogues intercongolais s'est tenu en Afrique du Sud. Donc, au moment de la crise, la guerre de 98-2003, c'est l'Afrique du Sud qui a fait la médiation. Les Américains passent par l'Afrique du Sud aussi pour demander à l'Afrique du Sud de peser sur la situation. Donc, les conflits politiques qui se passent ici, les conflits armés, l'Afrique du Sud a aussi ses troupes au sein de la MONUSCO. L'Afrique du Sud a ses troupes au sein de la MONUSCO. Donc, l'Afrique du Sud a contribué à la MONUSCO. L'Afrique du Sud, au sein de la SADC, PES, c'est le pays qui a dit « Je suis prêt à envoyer mes troupes au Congo pour aller mettre fin à la crise de l'Est. » Donc, l'Afrique du Sud a beaucoup d'intérêts. Intérêts politiques, intérêts géopolitiques, intérêts économiques. L'Afrique du Sud a des grandes sociétés minières qui ont besoin des mines de la RDC. Les coltans, les cobaltes, les cuivres, l'or. Donc, parfois, ça passe. Et même quand vous êtes au Katanga, au Grand Katanga, vous voyez les mines qui viennent du Haut-Katanga, de Lubumbashi, les mines qui viennent de Kolwezi, vont en Afrique du Sud. Voilà. Donc, vous comprenez, l'Afrique du Sud, c'est un débouché aussi économique. Alors, l'Afrique du Sud a intérêt que la paix revienne au Congo pour qu'elle puisse avoir le moyen de faire des affaires avec la RDC. S'il n'y a pas de paix au Congo, l'Afrique du Sud aussi, son économie, d'une manière ou d'une autre, est impactée négativement, puisque beaucoup de matières viennent du Congo. Alors voilà, l'Afrique du Sud a besoin que le Congo soit stable et qu'elle coopère avec le Congo et que les richesses du Congo vont aider l'Afrique du Sud à se développer. Voilà. Mais il y a trop d'accords déjà signés, même l'accord ici de l'Afrique du Sud, RDC, c'est au moins 38 encore. D'accord. Il y a des accords, ce qu'on appelle les partenariats publics entre État et État. Il y a aussi ce qu'on appelle les partenariats privés, c'est-à-dire les sociétés privées sud-africaines qui viennent signer des accords avec les sociétés privées congolaises. Ça, il ne faut pas oublier, on ne peut pas. Et il y a aussi une troisième forme de partenariat, ce qu'on appelle le partenariat public-privé. C'est-à-dire qui implique l'État et les privés ensemble. Et ça, les différents accords que vous venez d'évoquer ont eu ces 3 aspects. Il y a eu des accords entre État et État, gouvernement et gouvernement, et il y a eu des accords entre le privé sud-africain et les privés congolais et partenariat public-privé entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et c'est avantageux à nous que nous devons avoir des ouvertures. Un pays qui se développe, c'est pas un pays qui s'enferme. C'est un pays qui s'ouvre au monde. Et les partenaires arrivent. Et c'est très bien que l'Afrique du Sud arrive à ce moment où nous sommes en crise. Nous sommes en crise économique. Notre économie est impactée aussi par les conflits qui se passent à l'Est. Nous sommes aussi en crise puisque la crise mondiale existe déjà avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le blé, grâce auquel on fabrique le pain,
le blé qui est produit par la Russie et par l'Ukraine, le blé qui nous arrive plus en grande quantité, qui fait que le prix de pain a augmenté. Même si nous ne sommes pas ici à Kisangani, c'est la particularité, nous ne consommons pas en grande quantité le pain comme à Kinshasa, mais quand vous êtes à Kinshasa, vous voyez. Alors tout cela, nous avons des partenaires qui arrivent, donc c'est un bon signe. Un bon signe qui s'intéresse à nous, et ces partenaires-là qui veulent aussi nous aider, à part les questions économiques, qui veulent aussi nous aider à résoudre les conflits à l'Est, qui veulent donc nous aider à anéantir les mouvements rebelles. Donc, ils sont les bienvenus, il faut encourager ça. Donc, il faut vraiment encourager. Donc, il faut encourager. Vous sentez que ça va. Mais ce qui est très important, même si je dis qu'il faut encourager, il faut veiller à ce que ces accords-là soient des accords qu'on appelle gagnant-gagnant. Il ne faut pas que ce soit des accords qui préjudicient la RDC. C'est-à-dire, la RDC, à travers ces accords, ne gagne pas beaucoup. Il faut que la RDC gagne. Donc, il faut que ce soit gagnant-gagnant. L'Afrique du Sud gagne et nous aussi, nous gagnons. Et c'est une bonne chose. Voilà. Doucement, nous avons dit tout au début de cette émission nous faisons un symbole. Oui. Parlons de la francophonie. Parce que bientôt, en RDC, il y aura des Jeux de la francophonie. Il y a les Jeux de la francophonie. Quel est votre résumé là-dessus? C'est déjà un bon signe que le 9e jeu de la francophonie se passe au Congo. Le fait de choisir le Congo, malgré que le Congo est en difficulté, puisque le Congo est en difficulté sur le plan sécuritaire, nous sommes en guerre à l'Est. Le Congo est en difficulté, c'est qu'en décembre de cette année, il faut organiser des élections. Donc la tension est partie là. Nous avons donc des tensions politiques. À chaque cycle électoral, il y a des tensions, puisque les élections, c'est une compétition et que tout le monde veut gagner. Donc, au départ, on ne sait pas qui va gagner, mais que la francophonie, l'OIF, nous fasse confiance d'organiser, que la RDC organise ces jeux, c'est déjà un bon signe. Un bon signe, même si nous savons que certains pays comme le Canada, nous avons appris qu'ils ne veulent pas envoyer les athlètes puisqu'il y a des questions sécuritaires, ainsi de suite. Mais au moins, il y a une quarantaine de pays qui sont membres, cinquantaine de pays qui sont membres de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie. Mais si nous avons une trentaine, quarantaine qui arrivent, c'est un bon signe. On ne peut pas dire que la culture du français, je ne dis pas la culture française, mais la culture de la langue française. Ce sont ces pays qui partagent la langue française, ce sont ces pays qui partagent la culture de la langue française, ce sont ces pays qui veulent développer dans leur système éducatif, c'est-à-dire enseignement, dans leur système culturel, la langue française. Donc, ces pays-là se sont organisés pour former l'Organisation internationale de la francophonie, et la RDC, qui est un pays aujourd'hui dont la population est estimée à environ 100 millions d'habitants, c'est un pays où la langue française est parlée largement par beaucoup de gens, plus que la France elle-même. Donc, c'est le pays, le premier pays le plus francophone du monde. Au niveau de nombre de personnes qui parlent le français, nous sommes le premier pays, et on nous a donné aussi la place qu'il faut à la francophonie. La RDC pèse au niveau de la francophonie. Quelle place? Nous avons quand même place de choix. Nous avons une place de choix. Non, le Rwanda, contrairement à nous, même si le Rwanda a la secrétaire générale, la secrétaire générale actuelle de l'OIF, c'est Madame Louise Mushikiabo, qui est rwandaise. Le Rwanda n'a pas quitté officiellement la francophonie. Même si le Rwanda est devenu un pays bilingue, avec l'anglais en tête, puisqu'avec le retour de réfugiés rwandais en 1994, au moment où il y a eu génocide, et après le génocide, le président l'FPR est arrivé au pouvoir, que le Rwandais anglophones sont arrivés et que le pays a viré vers l'anglais, mais le pays n'a pas renié totalement le français. Le Rwanda était un pays francophone. Mais aujourd'hui, il est devenu bilingue. C'est-à-dire, on parle anglais et français, mais avec tendance de français. Mais on sait, ça, c'est un litige qui était arrivé avec une tendance d'anglais. Une tendance d'anglais, c'est-à-dire, la tendance anglophone prédomine sur la tendance francophone. Aujourd'hui, en anglais. Donc, le Rwanda est devenu plus anglophone que francophone. Et votre question, je la comprends très bien. Vous dites, ben, un pays qui est de tendance anglophone, où l'anglais est plus parlé maintenant que le français, et on lui donne le secrétariat général de la francophonie. Je travaille beaucoup avec l'OIF.
L'OIF soutient le groupe Lotus, c'est notre partenaire. J'arrive beaucoup au siège de l'OIF à Paris. Je connais un peu les contours, mais laissez-moi vous dire que ça, c'est vrai que la RDC a mérité d'avoir le secrétaire général, mais c'était une question hautement politique. Hautement politique, c'est que le président de la République française, qui pèse, hein, même si c'est la langue que nous parlons, mais le français n'est pas la langue maternelle de beaucoup de Congolais. À la différence que c'est la langue maternelle de français. Et il faut dire, même au niveau de l'organisation, de l'OIF, on dit toujours les principes, tous les États sont égaux, comme aux Nations Unies, mais en réalité, la France a un peu de privilège, a un peu plus d'influence dans la francophonie que les autres pays, puisque c'est le pays le plus où le français est vraiment est la langue maternelle, c'est leur langue. Les Français, la France, donc voilà. la langue française. Alors, il y a eu les autorités françaises, pour dire comme ça diplomatiquement, qui ont eu leur dévolu sur Madame Louise Mushikiwabo. Mais c'était aussi sur le plan diplomatique. C'était aussi une façon de renouer les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Les relations qui se sont beaucoup gâtées avec les génocides, puisque le gouvernement rwandais a accusé la France de soutenir le génocidaire. Et puisque le gouvernement rwandais, comme français plutôt, était plus proche du gouvernement d'Abiyarimana. Et que voilà, le gouvernement issu du génocide, qui est un gouvernement de Kagame, était hostile aux Français. Mais en prenant Louise Mushikiwabo, c'était aussi une façon que la France renoue avec le Rwanda. Et ce qui a fait que la France, réellement, a renoué avec le Rwanda. Mais c'était une question politique. Mais à regarder aujourd'hui, quand je dis la place que l'OIF accorde à la RDC, ce n'est pas que de postes politiques, de postes stratégiques au sein, mais aussi le moyen. Les moyens financiers qu'on donne à la RDC par la francophonie, c'est beaucoup. Nous dépassons le Rwanda. Oui, la francophonie intervient dans le système de l'enseignement. Par exemple, en donnant les ouvrages, en multipliant les ouvrages en langue française en faveur du système éducatif congolais, l'OIF fait beaucoup. En donnant aussi la coopération entre les universités françaises ou les universités francophones avec les universités congolaises, l'OIF fait beaucoup là-dessus, plus que le Rwanda. Donc nous, on bénéficie plus de la coopération culturelle, coopération économique, avec l'OIF que le Rwanda. Donc, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire, on tient place de la façon. Vous savez, chez nous, l'anglais, oui. Mais alors, l'OIF n'a pas la mission sécuritaire. L'OIF, non. Contrairement à d'autres organisations. L'OIF n'est pas une organisation politique. C'est une organisation culturelle. Vraiment pour la diffusion de la langue française, diffusion de la culture de la langue française. L'OIF, c'est politique. Tout ce que l'OIF peut faire, c'est peut-être de favoriser les négociations. Parce que l'OIF, c'est vraiment une organisation culturelle. C'est une organisation internationale, mais à caractère culturel. N'est pas une organisation à caractère sécuritaire, comme l'OTAN. Donc voilà, il faut que nos auditeurs comprennent ça. Mais en fait, ils font un petit pas aussi. Ils font des négociations aussi. Ils favorisent à travers la langue que le peuple se parle. Et si le peuple a des problèmes, qu'ils essaient de résoudre les problèmes. Donc l'OIF passe à travers d'autres organisations plus spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la paix pour appeler ces organisations-là à faire la paix. Secrétariat de l'OIF du Rwanda. Le Rwanda. Avant, c'était le Sénégal. Avant, c'était le Sénégal. Avec Abdou Diouf. Aujourd'hui, la RDC occupe une bonne place dans la francophonie. Exact. Le Rwanda finance les groupes armés au Congo. Oui, d'accord. Bon. Que dit la France par rapport à cela? Mais la France est assez claire. Vous avez suivi le président Emmanuel Macron à Kin. La France a dit qu'elle soutient les négociations. Elle soutient les processus régionaux de résolution de la crise. Ces processus régionaux, c'est le processus de Nairobi. De Nairobi avec le président Kenyatta, Uhuru Kenyatta, qui est le médiateur, qui fait la médiation. Donc la France a dit, elle soutient ces processus-là politiquement. Elle soutient diplomatiquement.